Salut à tous. N'oubliez pas que la Porte de l'Afrique est sur les réseaux sociaux et que vous pouvez nous suivre sur nos comptes Twitter, Facebook et Instagram pour profiter davantage de contenus exclusifs. La civilisation dont nous allons parler dans cet épisode a été l'une des plus importantes de l'Antiquité. Malheureusement, malgré son rayonnement, elle reste aujourd'hui assez méconnue du grand public et demeure dans l'ombre de sa voisine, la civilisation de l'Égypte antique. Pourtant, cette société a réussi à réaliser l'exploit de se maintenir pendant environ 3 millénaires. Bien évidemment, comme vous avez pu le remarquer dans le titre de la vidéo, nous allons ici nous intéresser à la civilisation de Kouch. Les Kouchites ont vécu sur le territoire de l'actuel Soudan et leur histoire se divise en 3 grandes périodes, chacune d'elles correspondant au déplacement de la nécropole royale. De moins 2500 à moins 800 a existé la période du royaume de Kerma. Du 8e au 3e siècle avant Jésus-Christ, ce fut au tour du royaume de Napata d'imposer sa domination sur la région. Puis enfin, de moins 300 au 4e siècle après Jésus-Christ, c'est cette fois le royaume de Méroé qui étendit sa puissance sur le territoire. Nous allons donc raconter l'histoire de ces 3 grands royaumes, puis nous nous arrêterons sur l'organisation politique et les pratiques culturelles qui y existaient. L'histoire du royaume de Kerma commence aux alentours de l'année moins 2500 avant notre ère. Les Kouchites de cette époque n'ayant pas d'écriture, les informations que nous possédons ont été obtenues grâce à l'archéologie et aux textes des anciens Égyptiens. Nous savons que Kerma était la capitale du royaume et qu'il s'agissait de la ville où tous les rois étaient enterrés. Les recherches ont permis de démontrer que les habitants de Kerma furent assez vite en capacité de développer de grands centres urbains. Ayant rapidement acquis la maîtrise de la métallurgie, les Kouchites de Kerma se distinguèrent par leur très grande efficacité sur le plan militaire. Ainsi, il arrivait fréquemment que les habitants de l'Égypte fassent appel à leurs voisins Kouchites afin de pouvoir compter sur leur agilité dans le maniement des armes, de même que sur leur ingéniosité dans la construction de forteresses. Cependant, il ne faudrait pas résumer les relations entre ces deux puissances à une simple collaboration militaire. En effet, il apparaît que les rapports entre ces deux royaumes étaient essentiellement basés sur le commerce. Les Kouchites fournissaient aux Égyptiens de l'or, de l'ivoire, des peaux d'animaux sauvages et de l'ébène. Ce commerce extérieur fut l'un des éléments majeurs de la prospérité de ce royaume. Toutefois, dans leur plus grande majorité, les Kouchites tiraient l'essentiel de leurs revenus de la chasse et de l'élevage de bovins. À cela, il faut également ajouter la grande habileté dont faisaient preuve les Kouchites dans le travail de matériaux tels que le bronze, le cuir ou la céramique. Ceux-ci leur servant à fabriquer leurs bijoux et leurs objets du quotidien. Bien que les royaumes de Kerma et d'Égypte furent souvent alliés militaires et partenaires commerciaux, il faut avoir à l'esprit que leurs relations furent également marquées par de très fortes tensions. Entre moins 2000 et moins 1500, les Kouchites tentèrent à plusieurs reprises de prendre le contrôle de la Basse-Nubie, une région se trouvant au sud du territoire égyptien. Ces tentatives répétées débouchèrent sur une guerre aux alentours de l'année moins 1500 qui se solda par la victoire des Nord-Africains. À partir de ce moment, les Égyptiens imposèrent leur domination sur les Kouchites et transformèrent le royaume de Kerma en colonie. Le nouveau contrôle qu'exerçaient les Égyptiens sur le territoire des Kouchites donna naissance à de grandes conséquences. D'une part, ils étaient devenus les maîtres des ressources naturelles de la région et n'avaient donc plus besoin d'intermédiaires pour y avoir accès. D'autre part, ils s'employèrent à transformer les Kouchites en esclaves qu'ils affectèrent aux différentes tâches que réclamait la vie de l'Empire. Cette colonisation prit fin suite à une révolte Kouchite ayant éclaté au milieu du Xe siècle avant notre ère. Cependant, même après s'être libérés, les Kouchites continuèrent de rester attachés à la culture des Égyptiens. Par exemple, les Kouchites ajoutèrent à leur panthéon un dieu nommé Amani, celui-ci étant une fusion entre le dieu Amon de la religion égyptienne et une divinité à tête de bélier déjà présente localement. La période allant de l'année moins 1050 à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ est assez mal connue des historiens. Il apparaît cependant qu'aux alentours de l'année moins 800, éclata un conflit entre plusieurs chefferies kouchites, celles-ci cherchant toutes à avoir le pouvoir sur le territoire.
Par une série de manigances politiques, Cacta, roi de la ville d'El Kourou, réussit à faire admettre à tous que la place d'empereur lui revenait de droit. C'est donc à compter du début de son règne que naît officiellement le royaume de Napata. Aux environs de l'année -750, le nord de l'Égypte se vit être envahi par les Libyques. Souhaitant maintenir l'unité du pays, les prêtres du sud de l'Égypte décidèrent de faire appel aux Koushites de manière à ce qu'ils puissent les aider à lutter contre leurs nouveaux ennemis. En ce temps, le royaume de Napata était dirigé par un roi prénommé Pionki. Fervent adorateur du dieu Amani, il vit en cette opération une mission divine à l'issue de laquelle il serait amené à réunir les territoires de Kouch et d'Égypte. Prenant la tête de son armée, il réussit à monter jusqu'à la ville de Thèbes et parvint à chasser les envahisseurs libyques. Sans adversaire politique à sa hauteur, il put prendre le contrôle de la quasi-totalité du territoire égyptien et réaliser son rêve de rassembler les deux puissances. Cet épisode signale le début du règne des rois Koushites sur l'Égypte, ceux-ci constituant la 25e dynastie, qui dura de -750 à -594. Durant sa gouvernance, le roi Pionki s'efforça de redonner sa splendeur d'antan à la culture égyptienne, celle-ci ayant perdu de son influence du fait des multiples invasions extérieures. C'est dans cette optique qu'il entreprit une politique de grands travaux, au travers de laquelle il édifia une série de temples. À la mort de Pionki en -720, ce fut au tour de son frère Shabaka de monter sur le trône. Tel que l'avait fait son prédécesseur, il entreprit également une politique de grands travaux. Shabaka se distingua également sur le plan culturel, en reprenant la réécriture d'un texte égyptien sur la création du monde, dont la rédaction avait été entamée 1000 ans auparavant. À sa disparition, c'est un empereur portant le nom de Taharqa qui fut désigné pour prendre la tête de l'empire. En -700 avant Jésus-Christ, au sommet de la puissance des Koushites, le nouveau pharaon repoussa les Assyriens de Jérusalem et empêcha la destruction du temple de Salomon. Cet acte valut à Taharqa d'être cité dans la Bible et d'y être qualifié de sauveur du peuple juif. Les différents pharaons qui se succédèrent par la suite réalisèrent des règnes beaucoup moins marquants que les trois premiers. En -594, après plusieurs assauts répétés, les Koushites se virent contraints de fuir l'Égypte et de laisser le pouvoir aux mains des Assyriens. En -593, le nouveau pharaon assyrien Psamétique II lança une politique de propagande contre les anciens pharaons Koushites. Il ordonna à ce que leur statue soit détruite et s'arrangea pour que les écrits les présentent comme de véritables ennemis de l'Égypte. Aujourd'hui, sur la grande façade du musée du Caire, toutes les dynasties de pharaons sont représentées, excepté la 25e. C'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ que la nécropole royale passa de Napata à Méroé, ce qui marqua officiellement la naissance du troisième royaume Kouchite. Ce choix de relocalisation avait été décidé par les rois Koushites dans le but de protéger leur territoire des attaques des Assyriens d'Égypte. De plus, la ville de Méroé était située dans une zone bénéficiant d'un climat plus pluvieux, ce qui permettait de construire davantage de bassins d'irrigation. Géographiquement, la ville était placée près du Nil et de la mer Rouge, ainsi que des voies caravanières venant du Tchad et de l'Érythrée. C'est sous l'égide de ce nouveau royaume que fut créée l'écriture couchite, plus connue sous le nom d'écriture méroïtique. Le plus ancien texte écrit en cette langue fut rédigé par la reine Shani d'Aketo. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Koushites profitèrent d'un moment de trouble que traversait l'Égypte pour remettre la main sur la Basse-Nubie. Mais en l'an 30 avant notre ère, les Romains envahirent l'Égypte et en prirent le contrôle. Après plusieurs batailles pour tenter d'obtenir l'hégémonie sur la Basse-Nubie, Koushites et Romains tombèrent d'accord sur la conclusion d'un traité de paix. Ce traité stipulait que les Koushites conservaient une totale indépendance vis-à-vis des Romains, mais que la frontière de leur royaume devait être reculée pour être fixée dans la ville de Maraka. Durant cette période d'opposition, plusieurs auteurs romains soulignèrent la bravoure de la reine Kouchite Amanirna, qui alla jusqu'à envoyer ses armées marcher sur le sud de l'Italie. À sa mort, ce fut la reine Amanichakto qui prit la tête du royaume de Méroé. Cette reine acquit une certaine célébrité en raison de la splendeur de son palais et de la richesse de son trésor, dont une partie est aujourd'hui exposée au musée consacré à l'Égypte antique à Berlin. Les 2 premiers siècles après Jésus-Christ incarnèrent une période de grande prospérité pour le royaume de Méroé. Les souverains de cette époque s'appliquèrent à faire renaître la culture égyptienne au sein du territoire couchite. Ce comportement
s'expliquait par une volonté de faire perdurer la mémoire de la grande puissance qu'avait connue le royaume de Napata lorsque ses empereurs étaient parvenus à régner sur les terres de Kouch et d'Égypte. Les rois de Méroé encouragèrent à la réutilisation des hiéroglyphes et édifièrent des palais et des temples, rappelant le style de ceux ayant été construits lors des grandes heures de Napata. Le IIIe siècle sonna le début du déclin des dynasties couchites. La Basse-Nubie leur fut dépossédée par les Nobades et la dernière pyramide couchite fut construite au milieu du IVe siècle après Jésus-Christ. La région passa sous le contrôle des Nubiens et la culture couchite disparut peu à peu. Sur le plan politique, l'un des éléments les plus marquants de la société couchite est la mise en place d'un système d'élection pour désigner la personne qui serait amenée à devenir le nouvel empereur. Ce dispositif fonctionnait de façon indirecte. En premier lieu, le Haut Conseil des prêtres devait présélectionner plusieurs candidats potentiels au trône. Après cela, la personne qui remportait la majorité des suffrages était considérée comme élue des dieux. Une fois au pouvoir, le roi accédait à une position de quasi-divinité et était perçu comme le fils adoptif des dieux. Mais ce système de monarchie quasi absolue possédait également quelques outils permettant de contrôler le comportement du roi. Ainsi, le Haut Conseil des prêtres servait d'organe chargé de faire contrepoids au pouvoir de l'empereur. Ses prérogatives étaient telles qu'il pouvait même aller jusqu'à contraindre le souverain à se suicider. La culture couchite doit être appréhendée au prisme des trois grands royaumes qu'a connus cette société. Tout d'abord, les couchites du royaume de Kerma se distinguèrent par l'adoption d'une culture aux origines principalement locales et n'ayant subi que très peu d'influence des autres sociétés extérieures leur étant contemporaines. Par la suite, comme expliqué précédemment, les couchites du royaume de Kerma décidèrent de reprendre totalement la culture des Égyptiens. En ce qui les concerne, les rois du royaume de Méroé choisirent d'impulser une tradition culturelle réunissant à la fois des traits couchites et égyptiens. Par exemple, les pyramides qu'ils bâtirent étaient dotées de flancs beaucoup plus abrupts que celles des Égyptiens. Alors que les rois couchites portaient des bonnets avec 2 oreilles, les rois égyptiens, eux, n'en portaient qu'une. Conformément à leur religion, les rois couchites portaient des colliers avec 3 têtes de bélier en référence au dieu Amani. Les couchites de Méroé s'inspirèrent également de certaines pratiques grecques telles que l'utilisation des bains publics. Il ne serait pas exact d'affirmer que les hommes et les femmes vivaient sur un même pied d'égalité dans la société couchite. Toutefois, il apparaît qu'à de multiples reprises, des femmes ont occupé des postes de haute responsabilité au sein des différents royaumes. À cet égard, nous pouvons évoquer les différentes reines ayant dirigé la région telles que Amanitor, Amanirna ou Amani-Shaketo. C'est donc la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.